Alors, je suis là pour vous parler de la vision de l'adolescent. Alors déjà, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est la vision. Parce que j'entends beaucoup de choses depuis que je suis arrivée ici. Et on a tendance à mélanger un peu la vue et la vision. Donc je vais faire une toute petite mise au point. Donc la vue, c'est quoi? C'est notre capacité, vous voyez, avec notre œil qui est le récepteur, de voir des choses, de regarder des choses qui vont rentrer dans notre corps, qui vont venir au niveau de notre rétine, et ça va être transmis à notre cerveau. Donc je vais prendre un exemple. J'ai un peintre qui est à Luchon en vacances. Il est devant la chaîne des Pyrénées, c'est magnifique, et il reproduit ce qu'il a sous les yeux. Ça, c'est la vue. Maintenant, ce même peintre, il est dans son atelier. Il est venu en vacances à Luchon. Il est chez lui, ailleurs. Et il est capable de repeindre ce paysage comme s'il l'avait devant les yeux. Donc ça fait déjà appel à, vous voyez, un phénomène cortical un petit peu plus élevé, parce que ça va déjà faire appel à sa mémoire visuelle, à son expérience. Donc là, déjà, on est entre la vue et la vision, on est au niveau de la créativité, et reproduire quelque chose qui a été perçu. Et ensuite, il y a ce peintre qui, avec toutes les expériences qu'il a eues dans sa vie de paysages de montagne, qui va être capable d'en créer un qui n'existe pas, mais qui va évoquer des choses pour les personnes qui le regardent. C'est vraiment, vous voyez, c'est comme si vous regardez une image, un tableau de Dali, par exemple les horloges molles. Vous voyez, on peut imaginer plein de choses, on peut imaginer qu'il fait très chaud sur le tableau, on peut imaginer que c'est le temps qui n'en finit pas de s'écouler, c'est le temps qui n'avance pas. Il peut y avoir plein de choses différentes et de perceptions différentes suivant votre expérience personnelle et suivant, bien sûr, la créativité de l'artiste qui va évoquer ou pas, mais des émotions et créer des choses quand vous allez regarder l'œuvre. Donc en fait, vous voyez, la vision, c'est un phénomène cortical. C'est notre cerveau qui nous permet de voir les choses. On peut être aveugle et avoir une bonne vision. Donc il ne suffit pas de voir. Donc vous voyez, la vision, c'est vraiment quelque chose qui est au-dessus. Bon, bien sûr, un aveugle ne va pas avoir la même représentation des choses que dans notre monde réel. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas de repère, s'il n'a pas un référentiel, il ne pourra pas le projeter. Mais par contre, si jamais vous avez eu quelqu'un qui a vu pendant sa vie et qui a perdu l'usage de ses yeux, il va continuer à avoir de la vision. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose, vraiment, il faut faire le distinguo. Donc maintenant, je suis là pour vous parler de la vision des adolescents. Tranche d'âge, pas très facile. Alors, qu'est-ce que déjà l'adolescence? L'adolescence, ça va être quoi? Une période de croissance et développement humain. Généralement, on le situe à la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est assez grand, c'est entre 10 et 19 ans. Vous savez, l'être humain, il naît immature. Donc à la naissance, on a bien nos petits bras, nos petites jambes, nos petits yeux, mais on n'est pas mature. Donc au niveau de nos yeux, est-ce que vous avez une idée de savoir à quel âge notre rétine, il y a une migration qui se fait au niveau de la rétine des cônes et des bâtonnets pour, vous voyez, qu'elle soit exactement comme celle d'un adulte. Est-ce que vous savez vers quel âge cette migration finit et vers quel âge l'œil de l'enfant est fonctionnel? 8 ans. 8 ans. Non, c'est à 45 mois qu'il y a la migration qui finit. Voilà, 45 mois, ça fait quand même 3 ans et demi. Donc, pour un enfant qui naît à terme, on est bien d'accord. Parce que là, on fera aussi un distinguo si jamais cet enfant est né prématuré, il ne va pas y avoir toute la structure qui va être en place à la naissance, donc ça va mettre un petit peu plus de temps à se mettre en place. Donc, l'être humain est immature, donc il va falloir qu'il y ait tout un temps qui se mette en place pour que toute cette connectivité au niveau cortical se mette en place. Après, la vision, c'est, on l'a déjà dit, un sens qui est assez dominant chez l'homme. C'est-à-dire qu'au niveau de notre cerveau, on va avoir quand même 40% de la surface du cerveau qui va être dédiée qu'au traitement de l'information visuelle. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup. Donc on ne peut pas négliger la vision. L'œil en lui-même, avec le nerf optique, il apparaît très tôt dans le développement. C'est une évangination de substances blanches qui se crée très vite à 6 semaines. Quand votre cerveau commence à s'enrouler pour la première fois, de suite, il y a le nerf optique qui est là. Donc le nerf optique, il est directement branché au cerveau, c'est le sens qui est le plus rapide. Parce qu'il y a ce branchement direct qui est mis en place in utero. Donc si on parle de vision et adolescence, on va devoir parler du cerveau de l'adolescent. Donc pour ceux qui côtoient des adolescents, on en a autour d'eux, c'est sûr que ça paraît difficile de parler de cerveau et d'adolescents parce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu décérébrés pendant cette période de leur existence. Personnellement, j'en ai 2 à la maison, je peux vraiment vous en parler. Mais en fait,
tout ça, c'est vraiment des images qu'on a par rapport à leur attitude. Parce que la recherche récente, la neuroscience récemment nous a montré que le cerveau d'un adolescent, il va déjà fonctionner différemment de celui d'un adulte ou d'un enfant. Il va avoir une capacité qui est vraiment spectaculaire à reconfigurer ses connexions internes qu'il a fait dans les premières années de sa vie pour s'adapter à son environnement. Donc en fait, c'est une période où on va avoir des comportements à risque chez les adolescents. Pourquoi? Parce que leur système limbique qui est impliqué dans les émotions va se développer plus tôt que leur contexte préfrontal et c'est ce qui contrôle les impulsions. Donc on va avoir cette région du cortex préfrontal qui subit des modifications importantes au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc vous voyez, ça met du temps à se mettre en place. Et on sait, on parle souvent de maturité au niveau cortical que vers l'âge de 20 ans. Ça correspond aussi à une certaine période, vous voyez, au niveau des études. Donc ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter après, hein, bien sûr, hein, puisque notre cerveau, il est toujours stimulé, il va être toujours en évolution. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est vers cet âge de 20 ans qu'il y a le maximum de connectivité, de mise en place. Ils ont déjà fait un tri sur ce qu'il va devoir garder et ce qu'il va devoir pas utiliser. Donc, pour mieux comprendre comment fonctionnent ces adolescents, il faut qu'on arrive à mieux comprendre leur cerveau. Parce que ça va permettre, vous voyez, de comprendre tout ce qui est comportement normal et comportement pathologique. Donc, on a une imagerie aujourd'hui, grâce aux neurosciences et aux avancées terribles qu'elles ont faites ces dernières années, qui va nous dévoiler le cerveau de l'adolescent. Donc, le cerveau des adolescents, vous voyez, il va arriver en maturation, pas en grossissant, mais en augmentant toute la connectivité interne qu'il y a. C'est-à-dire qu'il va se spécialiser par rapport, si vous voulez, quand il était petit, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent toutes les informations qui rentrent dans leur corps et ça rentre, ils prennent tout, ils font toutes les connexions. Et après, il va y avoir une espèce de tri qui va se faire. Et donc, ils vont se mettre à se spécialiser dans la réponse par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux, par rapport à tout ce qu'il y a au niveau extérieur, donc par rapport généralement à la vie en société. Donc, ce qui se passe à la puberté, c'est qu'on a la masse de matière grise qui va être vraiment à son maximum et ça va décroître à l'adolescence parce qu'il va y avoir une sélection qui va se faire. Donc, ça ne veut pas dire que cet adolescent il est moins intelligent pendant cette période. Au contraire, ça veut dire que le cerveau, il va sélectionner ce qui lui est utile et il va éliminer les autres connexions qui ne lui servent pas. Bon, ça, c'est au niveau de la connectivité corticale. Mais il y a autre chose qu'on est obligé de prendre en compte. Alors, je vais revenir sur les larmes de tout à l'heure. Est-ce que les larmes ont toujours la même composition? Bien sûr que non. Ça va dépendre de ce qu'on mange, des médicaments qu'on va avoir pris, de la quantité d'eau qu'on aura pris dans la journée. On le voit quand on équipe des patients en lentilles de contact. Au niveau des hormones, quand il y a la ménopause, les femmes, il y a un film lipidique qui peut se créer, qui est très important. Donc, bien sûr que nos larmes vont se modifier par rapport à... Étant donné qu'il y a les émotions et les hormones qui jouent aussi, donc ça va jouer par rapport à, bien sûr, tout ce qu'on met dans notre corps et ça va venir de là. Et ça va puiser des nutriments à ce niveau-là. Donc, tout ça pour dire que notre adolescent, il est sous le bombardement. Il y a un feu hormonal vraiment pour cet adolescent qui va beaucoup le perturber. Donc, d'un point de vue, ça c'est la partie pénible de ma présentation, vous allez voir après ça bouge plus. Hein. Les endocrinologues, ils vont nous montrer que toutes ces hormones vont pouvoir expliquer les attitudes un petit peu bizarres des adolescents. Généralement, ce qu'on remarque chez l'adolescent, c'est surtout une certaine nonchalance, un état de fatigue perpétuel ou encore une hypersomnie. Mais vous voyez, cette capacité qu'ils ont à dormir pendant très très longtemps, mais elle est nécessaire pour leur maturation et elle est nécessaire pour leur évolution. Donc passons à des choses un peu plus pratiques. Les adolescents vont être face aujourd'hui à une révolution numérique. Donc comment nos ados aujourd'hui vont arriver à gérer les exigences de l'ère numérique? Si on avait des ados ici, ils nous diraient c'est swag. Je ne sais pas si vous le savez, mais swag, c'est le truc de l'ado, quoi. Si t'inquiète,
ça va, je gère. Avec ça, on est bien. Ça a été, mon chéri, ton évaluation de maths? T'inquiète. Ok. Je gère. Des fois, la note, il gère moins, mais il gère. Donc, on est obligé de prendre en compte quelque chose de très, très important dans notre société. C'est quoi? C'est que dans ces 20 dernières années, on a eu une recrudescence de tout ce qui est médias, visuels, écrans. Les ordinateurs, les jeux vidéo, les téléphones portables. Donc, tout ça, ça modifie la manière dont on perçoit les choses autour de nous. On ne peut pas le négliger. Donc, aujourd'hui, les informations sont disponibles en masse, mais leur qualité va être très variable. Donc on a cet exemple, vous voyez notre petit ado, il est au lit, il y a eu 1 heure de téléphone portable, 1h30 d'internet, 1h15 de jeux vidéo, tous ces appareils connectés qui lui souhaitent bonne nuit. Forcément, vous voyez ses yeux, il n'est pas prêt de dormir. Il y a une étude qui avait été faite sur 300 foyers d'adolescents qui étaient en 3e. Vous voyez, 3e, c'est 14-15 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la télé des foyers. En moyenne, les notes de tout ce groupe d'adolescents ont augmenté de 2 points par matière. L'autre chose qui était très importante, c'est que la télé, même si c'est peu dans la journée, le soir, 1/4 d'heure, 20 minutes de télévision, ça les excite et ça empêche leur capacité à s'endormir. Donc on parle de télé, mais vous imaginez les téléphones portables qui tiennent à 15 cm de leurs yeux, les tablettes, les ordinateurs, tout ça, c'est des choses qui vont nuire à leur développement déjà cortical. Vraiment, maintenant il y a des études qui le montrent, je vous engage vraiment à lire un livre qui s'appelle « TV Lobotomie » de Michel Desmurger, qui est un neuroscientifique. Quand on lit le livre, on n'a plus de télé chez soi. Michel comment? Desmurger. Et lui, c'est un scientifique, hein, c'est un neuroscientifique, et il a écrit sur les effets néfastes. Vraiment, il a fait une compilation de tous les articles scientifiques, hein, pas sur 2 ou 3 cas, et vraiment des choses qui tiennent la route, sur les dangers des écrans. Et là, la prochaine photo, la prochaine image peut choquer, je vous préviens, surtout notre psychologue. Là, vous avez, première ligne, c'est que des enfants de 5-6 ans. La première ligne, ils sont soumis à moins d'1 heure d'écran par jour. La deuxième ligne, c'est 3 heures. Et la dernière ligne, c'est des enfants qui regardent n'importe quoi, n'importe quand, sans contrôle parental. Donc, je ne sais pas où est Madame Servet, elle est là-bas, mais voyez, en tant que psychologue, j'imagine que ça vous parle encore plus qu'à tout le monde, bien que ce soit quand même violent et qu'on voie vraiment. C'est terrible les effets que peuvent avoir les écrans sur le développement, sur la mise en place corticale, sur la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. Et donc ça va jouer aussi sur quoi? Sur notre attention, notre concentration qui nous intéresse tellement au niveau visuel. Donc là, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Je vais boire aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est dans un monde où la technologie a énormément progressé. Donc j'ai pris l'exemple du téléphone, facile. Entre le téléphone qui était accroché au mur et quand on voit, nous, nos chartes d'acuité visuelle, où il y a encore les téléphones qui ont le petit triangle noir avec le... Les gamins, ils regardent, ils disent « c'est quoi ça ?» Ils disent tout sauf téléphone. Hein. Alors vous lui en montrez un petit rectangle, ils disent « ah, téléphone !» C'est bien, question d'expérience. Donc on est dans un monde qui va très très vite. Tout se passe vite, tout va vite, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a affaire à des êtres humains. Donc la technologie est allée très vite ces dernières années, mais nous, notre corps, il est resté basique. Quand je dis qu'il est resté basique, c'est qu'il est resté moteur. Oups. Quand je dis moteur, c'est que... Ah non, erreur. Bon, ben, je vais repasser vite. Hein. Donc quand je dis moteur, c'est qu'on est des êtres moteurs, c'est-à-dire que... Des êtres moteurs, c'est qu'on a besoin de mouvement. On a besoin, pour se développer, d'avoir des actes moteurs. Notre cerveau, il va se mettre en place par notre motricité. Et on le voit quand il y a des enfants qui ont malheureusement des handicaps à la naissance qui font qu'ils ne peuvent pas se développer d'un point de vue moteur, et bien leur développement intellectuel est retardé.
Pourquoi? Parce que c'est la motricité qui va être primordiale. Et la motricité, c'est quoi? C'est le fait de rouler, ramper, le quatre pattes, le accroupi, le redresser, qui va être primordial pour la vision. Donc je vais faire un autre petit écart, c'est que au niveau de notre système visuel et de notre vision, on a besoin de toutes ces étapes motrices pour que nos yeux se mettent en place. Quelque chose comme notre convergence, donc notre capacité à fixer longtemps quelque chose en vision de près, ça se met en place quand on passe du quatre pattes à l'accroupi et au redressé. Et cette étape, elle a tendance à être sautée souvent dans notre société. Pourquoi? Parce que vous avez un enfant aujourd'hui, en bas âge. Il va avoir 6 mois. Vous vous baladez dans votre poussette, lui il est tout content, il a 6 mois, il commence à peine à se tirer un peu en avant et à se tenir un peu assis. C'est encore instable, mais il se tient un peu assis. Et là, vous croisez des gens qui regardent le bébé, qui vous disent « Ah, il est mignon le bébé, est-ce qu'il marche ?» Et vous dites ben « Non, il a 6 mois, il ne peut pas marcher, d'un point de vue développemental, c'est entre 9 et 24 mois qu'on met en place la marche, donc on a encore un peu de temps. » Mais cette pression de la société sur est-ce qu'il marche, ça va avoir tendance à faire quoi? Qu'on va vouloir verticaliser les enfants à un âge où ils ne sont pas prêts à être verticalisés. Donc il y a quoi? Il y a notre ennemi numéro 1, le Yupala. Alors ça, c'est le truc qu'il faut brûler. Je suis méchante, mais c'est vrai. Le Yupala, c'est quoi? C'est quelque chose qui va verticaliser les enfants à un âge où ils ne sont pas prêts à le faire. Le parc, ça verticalise les enfants, ça le met dans une boîte. Déjà, on rentre dans nos sociétés à mettre des gens dans des boîtes, dans des cases et tout. D'entrée, bim, le parc. Et là, pareil, il ne peut pas bouger, il ne peut pas explorer l'espace autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il est enfermé dans une structure où il ne peut que se dresser et se verticaliser. Donc on va le tenir par ses petites mains, on va essayer de le faire marcher, mais il n'a pas encore la maturité de le faire. Donc il faut lui laisser du temps. Alors le problème, quand on le verticalise trop vite, qu'est-ce qui se passe dans ses yeux? Eh bien, ils arrivent à fixer que ce qui est en vertical. On le sait dans les maternelles. Dans les maternelles, souvent, il y a des tableaux. Et les enfants commencent à leur donner les premières impressions et les premières sensations au niveau de l'apprentissage graphique sur des choses qui sont verticales parce qu'on s'est aperçu qu'ils fonctionnaient mieux comme ça. Donc là, c'est normal à ces âges-là. Mais le problème, c'est que quand ils se retrouvent à 6 ans en classe, assis sur un bureau, à devoir fixer un tableau et fixer une feuille, elle est comment la feuille? Maintenant, elle est bien horizontale. Comment étaient les pupitres avant? Ils étaient légèrement inclinés. Vous inclinez les pupitres dans les classes, vous allez vous débarrasser de 30% des 10. Dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, il y en a de plus en plus. C'est pas que leurs cerveaux sont plus mauvais, c'est que c'est les outils qu'on utilise. Et c'est les stimulations que leur donne qui ne sont pas bonnes. Donc notre enfant, il va se retrouver en classe à devoir fixer sans arrêt sa feuille puis le tableau, mais la feuille, elle est posée bien à plat. Donc il n'a pas cette capacité à passer du tableau à sa feuille. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à fixer les choses en horizontal. Il suffirait que ce soit un petit peu incliné. Donc nous, on a de la chance, on est optométriste. Quand on teste un enfant comme ça, on peut, par le biais de verres correcteurs, qui vont lui donner l'illusion, avec des petits prismes jumelés verticaux, à redresser un petit peu l'image et lui donner l'impression qu'il y a une inclinaison. Et ça va marcher. On peut aussi lui mettre un classeur sous sa feuille. Mais souvent, un enfant qui est en échec scolaire, déjà, il n'a pas envie d'être différent des autres. Mettre des lunettes, ça passe aujourd'hui dans la société. Par contre, se retrouver avec quelque chose en plus sous sa table, ça passe pas partout, ou pas dans toutes les écoles, malheureusement. Donc tout ça, vous voyez, c'est des petites choses qu'on peut faire pour arriver à remettre les choses bien. Alors bien sûr, il y a l'importance de cette verticalisation et pour les passages loin près qu'on va faire toute la journée en classe, mais il y a aussi l'importance de l'attention et la concentration qu'on va avoir quand on a nos pieds qui sont bien appuyés. Et comment sont les tables aujourd'hui dans les classes? Elles sont toutes à la même hauteur. Est-ce que les enfants sont tous à la même hauteur? Est-ce que c'est une sélection par taille dans les classes ou c'est une sélection par âge? Donc c'est aberrant. Moi, je sais que j'ai eu la chance de grandir dans des écoles de campagne où il y avait toutes les classes et il y avait toutes les tailles de table. Les petits se mettaient aux petits, les grands se mettaient aux grands. Et c'était bien pour tout le monde. Parce que si vous n'avez pas les pieds appuyés, dites-vous que tout ce qui va rentrer comme données dans votre corps va être beaucoup plus dur à gérer. L'appui des pieds est primordial. D'ailleurs, on dit bon pied, bon oeil. Non, ça n'a rien à voir. Mais essayez juste par expérience de manger sur un tabouret de bar sans appuyer vos pieds. Vous allez voir, c'est impossible. On n'est plus coordonnés. On n'arrive pas à faire les choses. Donc j'ai fait une petite incartade, mais il y a un décalage entre les avancées
technologique et notre mise en place corticale. Mais quand on est fonctionnel, on va aussi s'intéresser à des problèmes développementaux où l'optométrie classique va buter et ne va pas arriver à nous procurer les outils nécessaires à pouvoir résoudre ce nombre de cas. Donc rapidement, pour vous présenter un peu ce qu'est l'optométrie, parce que je sais que ma profession est très très méconnue en France, même s'il y a quelques optométristes dans cette salle, c'est Skeffington qui est le père de l'optométrie fonctionnelle et qui nous a expliqué que la capacité pour traiter les informations visuelles d'un individu va dépendre de quoi? Des interactions qu'il va avoir avec son environnement. De ce fait, toutes ces interactions vont agir sur son système nerveux visuel lui-même, sur la mise en place, vous voyez, au niveau de son cerveau. Et il y a une autre dimension auquel on va devoir prendre quelque chose qu'on va prendre en compte, c'est quoi? C'est aussi la gestion du stress et de l'émotion. Justement, toutes ces choses hormonales qu'on va avoir dans notre corps. Donc, on sait que le degré de stress auquel le sujet va être exposé va conditionner le sens et l'efficacité des modifications structurelles corticales possibles. Alors ça, c'est ce qu'a dit Skeffington dans les années 40. Donc Skeffington était quand même très précurseur. Il a fait 4 cercles. Le premier cercle, c'est tout ce qui est centrage, positionnement. En fait, c'est tout ce qui rentre dans nos yeux, notre défaut visuel. Vous voyez ce dont je parlais tout à l'heure? L'hypermétropie, la myopie, l'astigmatisme, la presbytie. Voilà, ça c'est notre manière de percevoir déjà les choses autour de nous. Le deuxième cercle, ça va être tout ce qui est identification. Le troisième cercle, ça va être tout ce qui est posture. Comment on appréhende l'espace autour de nous. Vous savez que notre posture, c'est notre manière de réagir à l'environnement, c'est notre manière qu'a notre corps de se tenir et de se positionner par rapport à toutes les sensations qui rentrent. Et le dernier cercle, ça va être tout ce qui est audition et langage. Et lui trouvait que la vision, c'était le sens qui était émergent de toutes ces choses-là. C'est pour ça que vous retrouvez la vision au centre. Et c'était quelque chose qui sortait. Alors, je vous parlais de l'optométrie traditionnelle. L'optométriste traditionnel, il va s'occuper que des 2 premiers cercles. Et quand on est fonctionnel, on va prendre les 4. Donc, ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'on a des bases scientifiques pour ça. Parce que quand on est fonctionnel, on l'a entendu, hein, vous mettez les enfants à 4 pattes, c'est n'importe quoi, pourquoi vous ne vous occupez pas des yeux? Donc maintenant, on a des bases scientifiques quand même qui nous prouvent que tout ce qu'on fait, c'est pas si bête que ça. Et ça a une raison. Donc, c'est Hebb, en 1949, dans son livre sur l'organisation du comportement, qui a expliqué que la qualité des premières expériences sensoriomotrices du jeune enfant au cours de sa vie, ça va permettre la mise en place optimale des connectivités corticales. C'est un peu ce que disait Skeffington, hein, c'est exactement la même chose. Après, il y a Seeley, ou je ne sais pas comment on le prononce, en 1956, qui, dans le stress de la vie, a expliqué l'importance de prendre en charge le stress dans le développement. C'était primordial parce que ça va avoir une action directe dans la perception même de cet environnement. Il a défini ces 3 fameuses phases qui sont l'alarme, la résistance et l'épuisement, que beaucoup de gens connaissent au niveau de la gestion du stress. Maintenant, les travaux de Hebb et de Seeley ont été vraiment, d'un point de vue vraiment scientifique, bien documentés, et il y a des preuves scientifiques que ces 2 hypothèses sont vraies aujourd'hui. Et ça, c'est exactement ce que disait Skeffington. Donc il y a une autre chose qu'on est obligé de prendre en compte quand on va prendre le développement de la vision. Ça va être quoi? Ça va être la période critique. Vous savez, je parle du mythe de la période critique parce que en optométrie, en ophtalmologie, on en a beaucoup entendu parler. Jusqu'aux années 75, la période critique, c'était définie comme une fin irréversible, définitive. Vous savez, la période critique, c'est cette période voilà, où on dit tout se joue avant 5 ans. Après, on ne peut plus rien faire. Mais à partir de 76, on a dit que c'était une fin, c'est vrai, mais pas définitive et surtout pas irréversible. Donc c'est la bonne nouvelle du jour, il n'y a pas de date de péremption de notre cerveau. À tout âge, on peut faire quelque chose. Donc la période critique, c'est quoi? C'est quelque chose qui se produit quand un individu va être sensible à tout ce qui se passe autour de lui, aux stimulations de son environnement. Donc là, il va y avoir une formation de circuits neuronaux qui vont être indépendants de l'expérience visuelle. Mais cette période critique, donc ça va mettre en place une certaine connectivité solide, vous voyez, en réponse à des stimuli visuels, où les circuits initiaux peuvent être modifiés par quoi? Par notre expérience. Bien sûr que l'expérience va être primordiale. Donc la fin de la période critique, ça va être quoi? C'est quand
la même stimulation visuelle, ça va plus modifier la plasticité neuronale. Donc là, on se dit, bah voilà, c'est fini, maintenant on ne peut plus rien faire. C'est en place. Et en fait, non. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus cette période critique, il y a une neuroplasticité qui se met en place, et il y a des choses qui vont se mettre en place, et il y a une période qu'on appelle sensible qui va se mettre en place, et qui va faire que on va pouvoir modifier encore ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, il y avait une étude qui avait été faite, justement, au point de vue développemental, vous voyez, sur des adultes qui avaient eu, c'est une étude australienne qui date de 2010, qui avait été faite sur des adultes qui avaient eu des lésions cérébrales suite à des AVC, des accidents, des traumas. Ils avaient perdu ce qu'on appelle la vision binoculaire. Votre vision binoculaire, c'est quoi? C'est la capacité à voir une image avec cet œil, et que cette image, les deux images, vous les mettez ensemble et vous n'en voyez qu'une. Donc, c'est des gens qui, suite à des accidents, se sont mis à voir double. Donc, ils se sont mis à voir double. Alors, on a dit quoi? Bon, ils voient double. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur leurs petits muscles et on va essayer de mettre que ces deux images deviennent simples. Ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle oculaire, il travaille à peu près à 4% de ses capacités pour être efficace. Si jamais vous le stimulez à plus, il va mieux marcher. Mais par contre, il va falloir lui expliquer pourquoi il faut qu'il travaille plus. Alors, on a travaillé sur les muscles, ils se sont remis à voir simple, mais ça ne tenait pas dans le temps. On a essayé de mettre des prismes, vous voyez, pour que les deux images se rapprochent, et de plus en plus, ils demandaient plus de prismes. On se dit, bon, ça ne marche pas non plus, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, à la naissance, l'être humain est immature. Qu'est-ce qui se passe? C'est le développement et les actions motrices qui font que tout se met en place au niveau cortical. Donc, tiens, si on stimulait ces adultes comme si il fallait qu'ils aient ces actions motrices sur leur corps et on leur faisait les étapes de développement moteur pour voir ce que ça donne sur leurs yeux. Et là, on s'est aperçu avec l'imagerie cérébrale qu'il y avait une autre connectivité qui se mettait en place et qui revenait vers les aires binoculaires, parce que c'était coupé, hein, physiquement on ne pouvait pas le refaire, et on s'est aperçu qu'il y a une nouvelle connectivité qui se mettait en place. Donc on peut à n'importe quel moment, vous voyez, restimuler, et là du coup ça tient, parce qu'il y a une compréhension au niveau cérébral. Donc là, c'est pas rigolo, il y a deux processus neuronaux séparés qui vont être impliqués dans cette plasticité. C'est quoi? Il y a le système d'activation réticulaire, mésencéphale, pour tout ce qui est vigilance et attention spécifique. Je passe vite parce que c'est pas le truc rigolo. Ça va être un mécanisme qui va ouvrir une porte sur l'information sensorielle primaire et va permettre de contrôler tout ce qui est la quantité et qualité de l'information transmise. Et après, il y a l'autre système d'information visuelle qui va être important, c'est le fameux réticulo-géniculé cortical visuel, qui va être lié au traitement de l'information visuelle, mais il est relié, modulé bien sûr par le premier, tout est imbriqué dans notre cerveau. Hein. Donc le niveau de vigilance va être aussi très très important. Bon, une fois que tout ça est dit, revenons à nos ados. Comment on va, chez notre adolescent, évaluer l'efficacité de la perception visuelle? Donc nous, on a la chance de pouvoir faire deux choses. On va faire un examen optométrique qui va être un bilan de leur prise en charge visuelle, de comment ils voient les choses autour d'eux. Et la deuxième chose, un examen développemental pour comprendre où ils en sont dans leur développement, est-ce qu'ils ont bien fait toutes les étapes motrices indispensables à ce développement. Notre testing optométrique, ce qu'il faut savoir, c'est que notre vision, ce n'est pas quelque chose de statique. Notre vision, c'est quelque chose qui bouge, et vous l'avez tous remarqué, parce qu'on ne voit pas de la même manière à tout moment de la journée. Si on est fatigué, on voit différemment que si on est en pleine forme ou quoi. Donc notre vision, c'est quelque chose de statique, et quand on la traite, il va falloir qu'on soit capable de la rendre le plus dynamique possible. Donc, il faut prendre en compte aussi l'importance de la vision de près, surtout quand on a affaire à des enfants qui sont scolarisés, parce qu'ils passent énormément de temps en vision de près, donc pas juste s'arrêter à l'acuité de loin, qui est certes importante, mais ce n'est pas tout. Il va falloir respecter donc tout ce qui est horizontalité, verticalité, profondeur, que nos yeux font sans arrêt pour saisir l'information. Nos yeux, ils bougent dans tous les sens. Ils vont explorer notre espace visuel autour de nous en faisant un balayage horizontal, vertical et en profondeur. Donc, le testing optométrique, il y a au moins 2 personnes dans cette salle qui sont familières avec cette feuille, plus moi. Donc là, c'est comme nous, on va tester la vision, c'est notre feuille d'examen de vue. Vous voyez, il y a 3 colonnes. La première, c'est l'hémétropisation, c'est ce qui nous permet de faire la mise au point de notre œil. La deuxième colonne, c'est tout ce qui est vision binoculaire, donc c'est comment les 2 yeux travaillent ensemble. Et la troisième colonne, ça va être l'identification. Une fois qu'on a vu, qu'on voyait des choses et qu'on peut garder l'attention dessus, qu'est-ce qu'on en retire comme information? Donc voilà ce qui va nous intéresser. Et là, je suis obligée de vous parler
de l'importance de la correction, la compensation optique. Vous voyez, je parle de compensation optique, je ne parle pas de correction parce qu'on ne corrige pas un système en mettant des verres. On compense un défaut, qui n'est donc pas une maladie. Le système, par le biais de verres, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir minimiser le stress. Par l'entrée des yeux, qui est une entrée primordiale dans notre système, on va arriver à faire que le système, tout ce qui est attentionnel et éveil, va être stimulé pour être plus réceptif aux choses visuelles autour de nous. Donc il ne faut pas toujours voir les lunettes comme un handicap, mais des fois ça peut être une aide. Et des fois ça peut être, si c'est bien prescrit, quelque chose qui va soulager le système et le déstresser. Donc on va avoir la prescription de faible addition en vision de près qui va soulager notre demande accumulative en vision de près et permettre de moins forcer et d'avoir moins de myopie qui évolue. Et il y a aussi des prismes jumelés verticaux qui vont donner justement un regard plus global et vont permettre de libérer le regard et donner de la verticalité. Ensuite, il y a le testing développemental. Ça, c'est la partie fun. Donc, je vais vous mettre... Alors, j'ai un petit peu peur du son qu'il va y avoir parce que je crois que je ne suis pas connectée au niveau son. Mais je vais mettre le micro devant mon... Ça marche? Ouais. Bon, mais si ça marche, c'est génial. Bon. Je vais peut-être baisser alors, du coup, parce que là, j'ai mis au max. On va voir. On n'entend pas. Ah, il faut que je remonte? Il faut que tu remontes ton son. Attends, je vais essayer. Bon, là c'est le test de Piaget, l'imitation de Piaget. Donc peut-être certains d'entre vous le connaissent. Donc c'est le mouvement imitatif. Donc, vous voyez qu'elle n'est pas du tout latéralisée. Hein. Elle fait vraiment, elle reproduit directement ce que je lui demande de faire. Et quand elle y arrive, c'est de la chance parce qu'en fait. Donc ça nous permet de comprendre quoi? Ça nous permet de comprendre comment la personne, déjà, est latéralisée dans son corps. Est-ce qu'elle a bien compris? Parce qu'on est quand même dans une société où la latéralisation, ça va être quelque chose de très important. On va avoir une autre chose qui est ce qu'on appelle croiser la ligne médiane. Donc, peut-être pas dans la méthode Bates, quoique avec le 8, c'est ce qu'on fait aussi. Hein, ça revient à croiser la ligne médiane. C'est ce qui est fait aussi en brain gym. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le brain gym, mais on fait beaucoup de choses. Vous voyez, de contralatéralité où on va croiser la ligne médiane. Et c'est très important pour comprendre où on est dans notre corps et comment ça se passe. Donc le test, vous voyez, il est très simple. Il y a une ligne qui est tracée par terre et je demande à cet enfant, qui n'est pas mature pour faire ce test, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'âge requis pour avoir la contralatéralité, de marcher en croisant, vous voyez, sur la ligne. Jusque-là, ça se passe très bien. Mais vous seriez surpris par le nombre d'adultes qui sont incapables de le faire. Bon, c'est très frustrant pour elle, forcément elle ne peut pas. Elle ne peut pas, elle n'a pas. L'autre test qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le bonhomme couché, où on va déjà essayer de comprendre est-ce que la personne est capable de dégager le... Vous savez, dans le développement, c'est ça, ça va être le haut et le bas du corps, puis la partie droite et la partie gauche, puis la contralatéralité. Donc là, on allonge la personne par terre, les yeux fermés, on touche 2 de ses membres et on lui demande de lever les membres qu'on a touchés. C'est la même, donc elle n'a toujours pas acquis. La pauvre. C'est ma fille en plus, la pauvre. Mère indigne. Là, au moins, comme ça, on est sur place. Alors que vous voyez, tout ce qui est dégagement droite-gauche, par contre, 0 hésitation. D'un point de vue développemental, ça arrive avant. Donc c'est logique que ce soit intégré. Parce qu'elle a que 3 ans, là, sur l'image, en fait. Oui, elle est grande, c'est un truc de fou. Une autre chose qui va être importante, je sais qu'il va y avoir une conférence dessus, c'est tout ce qui est réflexes primordiaux. Alors, c'est quoi les réflexes primordiaux? Alors moi, je les appelle primordiaux, mais c'est ce qu'on appelle les réflexes primitifs, les réflexes archaïques. Mais comme dans primitif et archaïque, il y a primitif et archaïque, je préfère dire primordiaux. Donc les réflexes primordiaux, ils vont être indispensables à la survie du nourrisson dans les premières semaines de la vie. Jusque-là, tout va bien.
Mais après, ils doivent être intégrés ou inhibés par des centres de contrôle corticaux supérieurs. Et si jamais ces réflexes sont toujours présents, ça va montrer quoi? Une faiblesse ou une immaturité du système nerveux central. Donc on va avoir 5 réflexes primordiaux qui vont être actifs sur notre vision. Et je vais passer très vite parce que sinon je vais déborder méchamment ma présentation. Ces réflexes primordiaux, ça va être quoi? Il y a le réflexe de Moro. Donc le réflexe de Moro, rapidement, voilà comment on le teste. On peut le tester couché aussi, hein. Je vous ai mis juste la version debout. Donc là, vous voyez, il a plié un petit peu les genoux. En fait, il faut vraiment se laisser tomber en arrière. Et le réflexe de Moro, c'est un réflexe qui est très très important. Il va émerger vers 11 semaines in utero, il va être présent à la naissance. Il disparaît vers le 3e mois, mais s'il reste présent chez l'enfant, c'est un enfant qui va surréagir, qui va être émotionnellement hypersensible. Et la libération constante d'adrénaline va conduire à l'assèchement des sécrétions de cortisol et ça va ouvrir la porte vers toutes les infections mineures. Donc c'est des enfants qui sont très allergiques, qui sont toujours enrhumés, qui ont toujours des problèmes. Au niveau visuel, il va y avoir une dilatation pupillaire et une photosensibilité. Et l'enfant va constamment s'orienter vers des stimuli brillants qui vont affaiblir sa sensibilité au contraste et sa difficulté à copier des détails. Donc il va être gêné aussi par tout ce qui est audition, vous voyez, bruit dans la classe, tout ça, ça va être insupportable pour lui. Donc les effets positifs quand même du Moro, parce que dans toute chose, il y a quand même toujours du positif. C'est un enfant qui va être bon dans la multi-activité, qui va être bon dans l'urgence, bon dans le mouvement et doué pour tout ce qui est tâches explosives. Alors, moi j'ai eu la chance de travailler avec des sportifs de haut niveau pour réhabiliter leur système visuel. Et dites-vous, quand vous avez un gars qui est rugbyman au Stade Toulousain qui fait 2,10 m et que vous testez le Moro derrière, vous dites pourvu qu'il n'ait pas, quoi, parce que s'il me tombe dessus, je me calais contre un mur. Donc, généralement, c'est des enfants, quand il y a le Moro, qui aiment vivre toujours à la limite, sont tout le temps borderline, vont toujours provoquer, et vont bien supporter tout ce qui est danger. Il y a un autre réflexe qui est très très important pour les yeux et pour la mise en place, c'est le fameux réflexe tonique asymétrique du cou. Alors il y a plusieurs, après ça va être que des réflexes du cou de toute façon, hein, notre tête, voilà, hein, le pivot c'est le cou, tant que le cou est bloqué ou mal intégré, de toute façon les yeux ne pourront pas bien bouger, donc pour bien bouger nos yeux, il faut bien bouger notre corps, mais il faut bien bouger notre cou également. Donc dans le réflexe tonique du cou asymétrique, la tête va tourner d'un côté et va entraîner une extension des membres du même côté, une flexion du côté opposé. Donc pour le tester debout, parce que c'est toujours pareil, hein, on peut toujours les tester, même sur des enfants handicapés, on peut le faire. Donc là, les pieds joints, on tend les bras et on lui demande de tenir les bras dans la même direction. En fait, il ne faudrait pas qu'il bouge ses mains. Hein. Voilà, super. On tend les bras, on laisse tomber les mains. Voilà, très bien. On voit les petits boutons rouges? Allez, tu gardes les bras vers là-bas. Donc là, on voit bien qu'il y a tout qui tourne. Il n'arrive pas du tout à dégager. Vous voyez, c'est vraiment le volant de camion, quoi. Hein. Il n'arrive pas à dégager son cou de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, à la naissance, ce réflexe, il va aider à la respiration et plus tard, il va préparer le corps à pouvoir justement se retourner puis à ramper. Donc, au niveau de la vision, il va stimuler tout ce qui est coordination œil-main, la convergence et la divergence, tout ce qui est mouvement de version, d'accommodation, tous les mouvements oculaires. C'est un réflexe qui est généralement intégré vers l'âge de 6 mois, mais il va être très présent s'il y a des problèmes de paralysie cérébrale. Donc, il va faire quoi? Il va bloquer le réflexe, le 4 pattes contralatéral. Il va limiter le développement bilatéral. Donc, vous voyez tout ce qu'on a testé tout à l'heure. Croiser la ligne médiane. Si vous avez ce réflexe qui est toujours présent dans votre corps, vous n'y arriverez pas. Il va d'abord falloir l'intégrer pour pouvoir débloquer et pour pouvoir après intégrer d'autres choses. Sinon, c'est du dressage et ce n'est pas une intégration au niveau cortical et une compréhension. Donc, au niveau de l'écriture, on va avoir une mauvaise écriture. On va décaler sur un côté et ça crée des tensions excessives. Vous voyez, sur la manière de tenir son stylo, le bout des doigts va être blanc et il va y avoir vraiment une tension terrible. L'autre réflexe qui est important, c'est le réflexe tonique labyrinthique. Donc, c'est un réflexe qui va être très très lié à Moro. Il est contrôlé par le système vestibulaire, aussi présent à la naissance. Et normalement, il faut qu'il s'intègre en flexion et extension. Vers 4 mois, il va s'intégrer en flexion et seulement vers 3 ans en extension.
Donc c'est toujours un réflexe du cou. La flexion du cou va déclencher la position fétale du corps. Et généralement, l'extension du cou va faire une extension des membres. Donc c'est des enfants, s'ils ont toujours ce réflexe, s'ils sont par exemple à une table d'école, qui mettent la tête en arrière, eh bien, ils vont avoir envie de tout tendre, donc ils vont pousser les choses, ils vont être en toboggan sur leur table, sur leur chaise, pardon. Donc ça permet de contrôler la tête, le maintien du corps, ça va renforcer le contrôle de notre colonne vertébrale et notre tonus, et ça va être crucial pour développer le système antigravité du bébé. Je vais vite. Ah d'accord, c'est bien, je suis large. Les effets négatifs du réflexe tonique labyrinthique, ça va être quoi? Une hypersensibilité au niveau des stimulations vestibulaires, donc tout ce qui bouge autour de nous. Ça va être un tonus qui va être parasité par des mouvements de tête. Hein, donc dès que la tête va se mettre en mouvement, par exemple, si vous lisez, vous écrivez sur votre feuille, vous commencez à tourner la tête, et dès qu'elle tourne, au bout d'un moment, pof, ça déclenche le réflexe, et là, il se retrouve parasité, il va mal écrire, il y aura une mauvaise écriture, il y aura une mauvaise posture, il y aura une mauvaise coordination de façon générale, donc oculaire, donc auditive. L'autre réflexe qui va nous intéresser, c'est le réflexe tonique symétrique du cou, celui-là. Donc il y a l'asymétrique et le symétrique. Donc il apparaît un petit peu, il apparaît vers 6-8 mois, il apparaît plus tard. Généralement, il est assez vite intégré et il va permettre de basculer en arrière, justement, sans étirer ses jambes. C'est lui qui va permettre de contrôler le précédent. Au niveau de la vision, il va permettre de mettre en place tout ce qui est fixation et mouvement oculaire de vergence auprès. Donc l'évergence, c'est tout ce qui est convergence, divergence, attention, maintenir pendant longtemps. Ça permet la fixation loin à partir de 6 mois, c'est de la fixation auprès avec le repliement des bras. C'est primordial donc pour les fixations loin-près, dont on parlait aussi dans la première conférence. Le loin-près, c'est primordial. Pourquoi? C'est une gymnastique, un équilibre qui va être très 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 important. Pourquoi? Parce qu'en classe, c'est ce qu'on fait déjà tout le temps. Hein, on passe du près au loin, du loin au près. Et avoir cette capacité à mettre en place la fixation loin-près, ça permet d'avoir toute la sphère attentionnelle qui se met bien en place et qui permet de bien fixer les choses. Donc, si on a ces réflexes qui sont présents, tout ça, ça va être perturbé. Ça n'empêche pas les gens de fonctionner. Hein. Ils fonctionnent, mais ils s'adaptent. Ils ne sont pas dans le bien-être, ils ne sont pas dans une compréhension de ce qui se passe autour d'eux. Donc au niveau de l'apprentissage, ça va affecter la posture de l'enfant, il va s'étaler sur son bureau, ça va altérer les passages loin-près, donc il y a une mauvaise coordination dans tout ce qui est jeu de balle, et ça va aussi causer des problèmes lors de l'alimentation. Il y a un autre réflexe qui est important, qui est le réflexe spinal de Galland. C'est le 5e. Il est présent in utero, généralement il s'intègre entre 3 et 9 mois. Et en fait, c'est le réflexe où quand on stimule la partie... Je vais vous montrer, c'est beaucoup mieux qu'une explication. Donc, on passe quelque chose sur le côté de la colonne vertébrale. Vous voyez un stylo qui part du haut de la colonne vers le bas. Et vous voyez, elle se tortille au niveau du bas. Normalement, elle ne devrait pas bouger. Si le réflexe est intégré, on ne bouge pas. Si jamais on se tortille quand il y a quelque chose qui passe au niveau du dos, c'est que le réflexe est toujours présent. Donc, quand il n'est pas en place, c'est un enfant, justement... C'est le réflexe du mouvement. Il ne tient pas en place. Il bouge dans tous les sens. Généralement, c'est un réflexe, vous voyez, comme c'est au niveau des lombaires, ce qui se passe, c'est que c'est des enfants qui ne supportent pas d'avoir des tailles hautes. Donc, ils se mettent des tailles basses. Ils n'ont jamais de pression à ce niveau-là. Ils ne vont jamais se mettre contre le dossier d'une chaise parce que ça va les stimuler à ce niveau-là. Ils n'aiment pas ça. Donc, ils vont être toujours complètement avachis sur leur chaise. Et c'est un rôle aussi dans l'énurésie et ça va perturber la coordination au bas et avant-arrière. C'est pour ça qu'on le teste toujours en faisant du haut vers le bas, mais d'un côté puis de l'autre, parce que si on teste les deux côtés en même temps, on peut déclencher le fait de faire pipi. On peut avoir des surprises en faisant les tests. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Donc une fois qu'on a une bonne image, vous voyez, du système visuel de la personne, de comment elle est structurée, où elle est au niveau de ses réflexes, qu'est-ce qu'elle a intégré ou pas dans son développement, on va proposer quoi? Un entraînement visuel. On va proposer un entraînement visuel, c'est ce que je dis souvent aux parents, ça revient à construire une pyramide avec des cubes. Alors on peut la faire comme ça, mais c'est plus compliqué. Sinon après on peut construire un bon socle, vous voyez, avec des bons petits cubes en bois et construire un étage au-dessus et construire un étage au-dessus. Et à la fin, construire les étages supérieurs, ça se met quasiment tout seul en place quand on a déjà donné les bonnes bases. Et c'est quelque chose qui ne va pas bouger et qui ne va pas s'effondrer.
Donc le principe de l'entraînement visuomoteur, EVM, hein, entraînement visuomoteur qu'on va donner, c'est quoi? Ça va être des exercices qui vont être répétés en séquence de 10 minutes, environ 3 à 4 fois par semaine. Donc vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. On va le faire avec les parents dans le milieu habituel, parce qu'il y a plein d'études en psychologie qui ont montré que justement, quand on faisait les choses dans le milieu habituel, ça fonctionnait mieux. Sur une période à peu près d'1 mois et demi par séquence, parce qu'on sait que c'est 6 semaines et c'est le temps qu'il faut au cerveau pour mettre en place et pour apprendre des choses nouvelles, pour intégrer des choses nouvelles. Et en moyenne, on va faire une programmation de 8 séquences sur des cas de problèmes d'apprentissage et de problèmes de mise en place. On va travailler sur 5 grands points qui vont être déjà la respiration. La respiration, c'est primordial, vous le savez. Quand on fait Bates, on le sait, parce que la respiration, c'est la première chose, c'est l'énergie qu'on met dans notre corps, donc ça va être très très important. Ça va jouer sur le stress. Un exercice tout bête qu'on peut donner à un enfant. Il faut le faire des fois avec des ados, hein. Vous voyez, c'est juste l'exercice de la bulle. Vous avez remarqué que l'eau est teintée en rouge. Le fait qu'il y ait du rouge, ça va permettre quoi? Ça va permettre déjà de centrer au niveau de notre rétine, parce que notre rétine centrale, elle est très sensible au rouge. Donc là, la respiration nez-bouche qu'on met en place, et après on va jouer sur le diaphragme principalement et sur la respiration ventrale et abdominale. Donc on va caler tout ce qui est réflexe. Donc le premier exercice, ça va être toujours de la respiration. Le deuxième exercice, ça va être quoi? Un exercice sur les réflexes et sur le schéma corporel, on va donner l'aspect moteur. Donc là, il y a un exercice qui est génial, qui s'appelle les anges à la neige, où on peut demander à l'enfant, vous voyez, allongé sur le sol, dans un premier temps, de faire juste alterner des mouvements entre le haut et le bas du corps, en frottant bien pour qu'il y ait un feedback au niveau neuro. Après, le niveau supérieur, ça va être d'alterner le côté droit avec le côté gauche, mais ça, il y a une période de 6 semaines, hein, on est bien d'accord, qui sépare ces exercices. Hein. Si on doit commencer au premier, on ne va pas donner le deuxième en même temps. Et après, le troisième exercice, ça va être faire la même chose en contralatéralité. Donc, on est optométriste, on travaille sur les yeux, donc on va aussi équilibrer les perceptions des parts monoculaires. Donc, on veut déjà que chaque œil soit capable de bien bouger dans l'espace tout seul avant d'introduire une autre notion, parce que notre système, il se met en place, il y a 3 étapes. Il y a le mono-bio-bino, donc monoculaire au début, un œil tout seul qui bouge, après les 2 yeux qui commencent à travailler ensemble et après les 2 yeux qui travaillent bien ensemble. Donc, il faut respecter ces étapes motrices quand on fait une rééducation pour bien remettre tout en place et permettre d'avoir une bonne attention et une bonne concentration. Donc, on va se servir quoi pour faire notre monoculaire? D'un stylo lampe principalement. Pourquoi? Parce qu'un des premiers réflexes de la vie, c'est l'orientation à la lumière. Donc, on sait que si on utilise une lumière, on va être plus performant. On va utiliser des balles, la coordination œil-main qui est primordiale aussi, tout ce qui est accommodation monoculaire. Donc c'est important la coordination œil-main, vous voyez, de stimulation du système vestibulaire. Il va falloir qu'on fasse attention au timing et à la latéralisation. Donc là, c'est un exercice, vous voyez, tout simple qu'on peut faire avec un enfant qui marche très bien. On fait des bulles. Il a un œil caché, il travaille l'œil et la main du même côté. Il doit éclater les bulles. Alors au début, il fait avec le doigt, après il fera avec un stylo, après il fera avec un truc plus long. Plus la chose qu'il a dans la main est longue, plus c'est dur. Sa sœur qui l'aide. Donc ensuite, on va avoir l'étape, une fois qu'on a bien assis le monoculaire, on va avoir bioculaire, les 2 yeux qui commencent à travailler ensemble. Donc on va faire des mouvements stylo-lampe toujours et utiliser plein d'outils intuitifs pour justement faciliter cette vision binoculaire. Et après, on va renforcer tout ce qui est binoculaire en prenant des exercices spécifiques pour entraîner tout ce qui est réserve, corde. Et les 3/4 du temps, on va quand même essayer de travailler en espace réel. Vous savez, notre vision, elle n'est pas enfermée dans une boîte. On vit dans un monde qui bouge autour de nous, donc on va essayer de travailler le plus naturellement possible. C'est souvent avec du matériel qui est peu coûteux qu'on arrive à avoir les meilleurs résultats. Ce n'est pas toujours derrière des appareils qui sont près de nous qu'on va pouvoir travailler la divergence parce que notre cerveau ne comprend pas qu'on puisse diverger à 50 cm. Par contre, si on met des choses collées sur une vitre et qu'on demande de regarder au loin et de voir 2, puis 4 points, puis de fusionner 2 du milieu, là, on va travailler la divergence de manière durable. Donc, vous voyez, il y a plein d'outils qu'on va pouvoir utiliser pour remettre tout ça en place. Donc, concernant nos adolescents, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va s'appuyer aujourd'hui sur les nouvelles connaissances en neurosciences pour solliciter mieux la plasticité cérébrale et améliorer les ados dans les domaines qui les intéressent. Donc, on va avoir une meilleure compréhension de la mise en place corticale des ados, mais ça va nous permettre, en tant qu'enseignants et éducateurs, de les appréhender différemment. Donc, je pense qu'à l'avenir, vous voyez, la difficulté, ça ne va pas seulement être de
se souvenir de toutes les données qu'on a, mais parce qu'il y en a beaucoup, c'est à savoir quelle quantité. Il va falloir l'évaluer, cette quantité qui nous arrive, et qu'est-ce qu'on va pouvoir y chercher et faire une synthèse de tout ce qui arrive, arriver à en tirer l'essentiel. Donc ça va nous permettre en fait de faire le lien et de comprendre comment avec leur cerveau, on peut leur permettre de résoudre des problèmes réels dans le monde où ils vivent aujourd'hui. Et ça va comme ça mieux les préparer à tout ce qui est exigence de l'ère numérique. Donc voilà pour nos ados. Et je vais juste terminer sur cette citation que j'aime beaucoup. Les yeux voient seulement ce que l'esprit est préparé à comprendre. Donc la mise en place corticale, on va essayer de ne pas la négliger. Merci beaucoup de votre attention. Des questions? Il y a un micro, oui. Oui, bien sûr. Il y a une chose que j'ai un peu de mal à comprendre en fait par rapport à cette dernière partie, par rapport à ces réflexes dont vous avez parlé. À chaque fois, je me disais, si le réflexe fonctionne bien, si le réflexe est automatique, du coup, la personne n'aura pas de problème. Alors qu'apparemment, c'est quand le réflexe continue à être actif que se pose le problème. Donc là, alors, c'est... Ça marche pas? Je vais parler à... ça marche, oui. Alors, ces réflexes, ils sont présents à la naissance. Ils doivent l'être, on les teste d'ailleurs d'un point de vue neurologique. À la naissance, vous savez, on teste pas mal de réflexes, parce que s'ils ne sont pas présents, c'est que l'enfant va avoir un problème neuro assez important d'entrée. Donc déjà, on teste ces réflexes. Ils sont présents, mais après, on n'en parle quasiment plus. Et il y a des fois où ils restent. Et normalement, ils doivent s'intégrer. Donc si jamais ils ne sont pas intégrés, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont parasiter le système. Ils vont parasiter la mise en place corticale et parasiter un certain niveau de compréhension au niveau cortical. Donc ça ne veut pas dire que la personne ne va pas fonctionner. Ça ne veut pas dire que, parce que la personne ne fait pas de quatre pattes, qu'elle va forcément avoir un problème de strabisme plus tard. Par contre, on sait que 90% des strabiques n'ont pas fait l'étape du quatre pattes. Donc, c'est des choses, si vous voulez, qui vont être importantes, pas toujours indispensables, mais très importantes. Donc, le fait de le tester en tant que professionnel pour savoir où on est quand on va prendre en charge quelqu'un qui vient nous voir pour, vous voyez, être mieux, ben, le fait de voir si ces réflexes sont présents ou pas, en les faisant intégrer, on va mettre les bases à ce qu'on puisse construire le système par-dessus et qui tienne dans le temps. quand on dit intégrer, ça veut intégrer, dire que... c'est-à-dire que le réflexe, il va être toujours présent, mais il va être dormant. Et il ne va pas se manifester. Et généralement, quand on a des gens qui ont des problèmes comme des AVC, vous voyez, des chocs, et bien ces réflexes, ils ressortent. C'est des gens qui les avaient sûrement intégrés, mais le fait d'avoir un trauma, ça peut être un stress psychologique, ça peut être un stress physique, et bien il va ressortir, il va réémerger, et il va parasiter le système et empêcher de fonctionner. Et donc quand on en prend conscience et qu'on arrive à les faire stimuler, à les réintégrer, à ce moment-là, ils ne parasitent plus le système et on redevient efficace. Mais je crois qu'il va y avoir une intervention sur les réflexes. Vous parlez des prismes et du plan incliné, je sais que je le conseille souvent quand je travaille. Et du coup, les prismes, c'est quelle valeur? Alors, moi j'utilise, alors vous savez, il y a la méthode en ophtalmologie de Da Silva, les prismes posturaux qui sont légèrement obliques, qui jouent sur une certaine posture. Moi, les prismes que j'utilise, ça va être des prismes jumelés. Donc, c'est des petites quantités de prismes mises sur les deux verres et égaux. Donc, si vous voulez, ça ne change rien au niveau des muscles eux-mêmes. Ça change juste la perception qui va être pour la personne, suivant son profil visuel, ou plus ouverte, ou plus recentrée, suivant comment elle est à la base. Donc, généralement, c'est 2 dioptries qu'on met bas en haut ou bas en bas. Sachant que pour des gens qui ont des problèmes, vous voyez, de nystagmus, on va caler aussi des fois avec des prismes jumelés horizontaux le nystagmus pour que la personne reprenne un port de tête normal et remette la tête droite. Oui, et dans les torticolis, du coup aussi, dans les torticolis. Et dans les torticolis, du coup, chez l'enfant aussi, quand je le vois en posture de travail,
Micro, vous mettez aussi des prismes obliques ou pas? Les prismes obliques, moi, je les utilise pas du tout. J'utilise que les prismes jumelés verticaux. Parce que les prismes obliques, ils bloquent la posture dans une autre position, qui est souvent meilleure que celle qu'ils avaient initialement, mais ça ne leur permet pas une correction. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils mettent quelque chose qui leur permet de s'auto-corriger. Donc, c'est une démarche un petit peu différente. Une pièce plus dans votre cas que Ça après. Madame. Je n'ai pas bien compris la différence entre la vision bio. Vous voulez bien parler de micro? Bio. Alors, la différence entre la vision bio-oculaire et... Alors, c'est simple, vous allez prendre votre doigt, vous fixez votre doigt et vous le rapprochez. Là, vous êtes en binoculaire s'il n'y en a qu'un et vos deux yeux regardent votre pouce. Maintenant, il y a un moment où quand vous allez rapprocher, vous allez en voir deux. Là, vous êtes en bioculaire. Chaque œil perçoit une image en même temps, mais n'est plus capable de la fusionner. Et après, si vous décalez sur un côté et que l'autre œil ne voit pas, vous êtes en monoculaire. Donc, l'étape bioculaire, c'est quand chaque œil voit une image en même temps, mais n'est pas capable de la fusionner. Vous parlez que des côtés problématiques de cet excès d'informations et tous ces aspects que vous avez développés. Mais est-ce que vous ne constatez pas aussi qu'avec la dextérité que les jeunes développent, avec la capacité tactile, ça apporte aussi des choses nouvelles qui sont positives? Alors, moi, je regarde plus les écrans comme quelque chose de nocif par rapport à la tension que ça va déclencher chez beaucoup d'enfants. Ça va leur monopoliser leur perception et ils ne vont pas regarder ce qui se passe autre chose. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder leur tête quand ils regardent les écrans, ça fait peur. Souvent, ils sont comme ça, bouche bée, et puis ils ne savent plus ce qui se passe autour d'eux, ils peuvent regarder n'importe quoi. Maintenant qu'il y ait des enfants, mais il faut que ça arrive plus tard. En fait, je pense que les écrans sont très nocifs quand ils sont utilisés trop jeunes et que si on commence à les utiliser vers 14-15 ans, là, le système, il est mature et là, le système, il va pouvoir devenir habile et il va pouvoir vivre avec son temps parce qu'on ne peut pas le négliger non plus. On est obligé de fonctionner avec. Mais le problème, c'est que, moi, dites-vous que moi, en tant que professionnel, quand les gens viennent me voir, c'est qu'il y a un problème. Hein, les gens qui vont bien, ils ne viennent pas me voir. Donc, ceux-là, je ne les vois pas. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui vont arriver à développer de très bonnes habilités sur écran, mais il faudrait que notre système d'enseignement soit adéquat aussi avec l'évolution. Parce on continue à apprendre aux enfants les choses de la même manière, et pourtant la société a évolué. Donc il faudrait que l'enseignement évolue également très très vite, je pense, pour pouvoir s'adapter à cette technologie. Mais je pense que ça ne devrait pas arriver avant 14-15 ans. Ça, après, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi-même. Plus de questions, mais merci beaucoup.